J'ai appelé mes parents, paniqués. Venez vite, s'il vous plaît. Le bébé a cessé de respirer. Ma mère a répondu, nous sommes à la fête de révélation du genre de ta sœur. Ne gâche pas ce moment pour elle. Mon père a ajouté, appelle le 911 toi-même. Nous sommes occupés. J'étais en train de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire sur mon bébé de 3 mois tout en les suppliant. Ma sœur m'a envoyé un SMS, arrête de faire ta dramatique. Mon frère a écrit, tu ramènes toujours tout à toi. J'ai continué à essayer de la ranimer seule en attendant l'ambulance. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils l'ont transportée d'urgence aux soins intensifs. 3 heures plus tard, mes parents se sont enfin présentés à l'hôpital. Est-ce qu'elle va bien maintenant ? A demandé ma mère. Nous avons dû partir plus tôt de la fête pour ça. Lorsque le médecin est sorti avec les résultats des examens, son visage était grave. Il a dit, nous avons trouvé quelque chose dans son organisme qui ne devrait pas y être. Il m'a montré le rapport de toxicologie. Les lumières fluorescentes de la salle d'attente de l'hôpital me brûlaient les yeux alors que j'étais assise là, portant encore mon pull taché de café du matin. Mes mains ne cessaient de trembler. Le docteur Morrison tenait son porte-bloc contre sa poitrine, et l'expression de son visage m'a noué l'estomac avant même qu'il ne parle. Madame Patterson, les analyses toxicologiques de votre fille révèlent des résultats inhabituels. Il a tiré une chaise à côté de moi. Nous avons détecté des traces d'antihistaminiques dans son système, plus précisément de la diphénhydramine, en quantité dangereuse pour un nourrisson. Les mots ne se sont pas immédiatement imprimés dans mon esprit. Je le fixais, essayant de traiter ce qu'il disait alors que mon cerveau revivait encore ces moments horribles de plus tôt, trouver Lily inanimée dans son berceau, ses lèvres devenant bleues, mes appels téléphoniques hurlant auxquels personne ne répondait. C'est impossible, ai-je chuchoté. Je ne lui donnerai jamais une chose pareille. Elle n'a que 3 mois. Le docteur Morrison a hoché la tête lentement. Nous vous croyons. La concentration suggère que cela a été administré au cours des 12 dernières heures. Je dois vous poser des questions difficiles. Quelqu'un d'autre a-t-il eu accès à votre fille récemment ? Quelqu'un qui aurait pu être seul avec elle ? Mon esprit a remonté le fil de la journée à toute vitesse. J'étais épuisée, ne dormant peut-être que 4 heures au total depuis une semaine. Lily avait des coliques, pleurait sans cesse, et je gérais tout toute seule depuis le déploiement de mon mari il y a 6 mois. Tyler était stationné à l'étranger et ne rentrerait pas avant 3 mois. Cette matinée ressemblait à un flou de biberons, de couches et de tentatives désespérées pour apaiser ses pleurs. Puis je me suis souvenu que ma mère était passée hier après-midi, insistant sur le fait qu'elle voulait aider. Elle semblait agacée par les pleurs de Lily, vérifiait constamment son téléphone, parlait de l'organisation de la grande annonce de ma sœur. Elle avait proposé de surveiller Lily pendant que je prenais une douche. La première vraie douche que j'avais réussi à prendre depuis des jours. Ma mère était là hier, ai-je dit doucement. Elle a surveillé Lily pendant environ 45 minutes pendant que je me lavais. L'expression du médecin est restée neutre, mais quelque chose a changé dans son regard. Nous sommes tenus par la loi de signaler ces résultats. Les services de protection de l'enfance devront enquêter. Je sais que c'est accablant, mais votre fille est stable maintenant. Nous allons la garder en observation pendant au moins 48 heures. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un autre SMS de ma sœur, le 5e depuis mon arrivée à l'hôpital. Maman dit que tu fais une scène énorme. C'est exactement pour ça que personne ne te prend plus au sérieux. Tu as probablement paniqué pour rien. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, remplaçant la panique et la peur. Quelque chose de dur, de colérique et d'absolument certain. Les portes automatiques se sont ouvertes et mes parents sont entrés comme s'ils arrivaient à un déjeuner décontracté. Ma mère portait son sac de marque et toujours la robe pastel de la fête de révélation du genre. Mon père a regardé sa montre, clairement irrité par le dérangement. Où est-elle ? A exigé ma mère. Nous avons dû quitter la fête plus tôt. Ta sœur était tellement bouleversée. Je me suis levée lentement, croisant son regard. Le médecin a trouvé des antihistaminiques dans le système de Lily. Quelqu'un a donné des médicaments pour dormir à ma fille de 3 mois.
Le visage de ma mère a traversé plusieurs expressions en succession rapide, le choc, puis la confusion, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité avant de se figer dans une colère défensive. « Eh bien, ne me regarde pas comme ça », a-t-elle claqué. « Tu es toujours si paranoïaque à propos de tout. Peut-être que tu lui as donné quelque chose et que tu as oublié. Tu es épuisé ces derniers temps. » Je ne lui ai jamais donné de médicaments, sauf ce que le pédiatre a prescrit pour ses gaz, ai-je dit, ma voix restant stable malgré la rage qui montait en moi. Tu étais la seule autre personne seule avec elle ces 2 derniers jours. Mon père s'est avancé, le visage rougeau. Es-tu vraiment en train d'accuser ta propre mère de quelque chose? Après tout ce que nous avons fait pour toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi, exactement? La question est sortie plus tranchante que je ne l'avais prévu. Je vous ai appelé alors que ma fille ne respirait pas. Je pratiquais la réanimation sur mon bébé et je vous suppliais de venir m'aider, et vous m'avez dit de ne pas gâcher la fête de ma sœur. Cette fête nous a coûté $3000, a sifflé ma mère. Ta sœur prépare ça depuis des mois. Il faut toujours que tu ramènes tout à toi. Toujours une crise, toujours un drame. Le docteur Morrison s'est raclé la gorge. Mais Madame Hartley, je dois vous informer que nous avons contacté les services de protection de l'enfance concernant les résultats toxicologiques. Ils voudront interroger toute personne ayant été en contact avec le bébé. Le visage de ma mère a blêmi. Vous n'êtes pas sérieux. C'est ridicule. Je suis sa grand-mère. Tu lui as donné des somnifères, n'est-ce pas? J'ai gardé mes yeux rivés sur les siens. Elle pleurait beaucoup hier. Tu n'arrêtais pas de te plaindre du bruit. Tu lui as donné quelque chose pour la faire dormir. Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes. Mon père a regardé ma mère et quelque chose de tacite est passé entre eux. Elle hurlait, a fini par dire ma mère, sa voix prenant un ton plaintif et défensif. Je voulais juste qu'elle se repose. Tu avais l'air épuisé. Je lui ai juste donné un tout petit peu de mon médicament contre les allergies mélangé dans son biberon. Ce n'était pas assez pour lui faire du mal. Les gens faisaient ça tout le temps quand vous étiez petit. L'aveu a flotté dans l'air comme une grenade dégoupillée. L'expression du docteur Morrison s'est durcie. Madame, ce que vous décrivez, c'est l'empoisonnement d'un nourrisson, a-t-il dit calmement. Les antihistaminiques peuvent provoquer une dépression respiratoire chez les bébés. Votre petite fille a cessé de respirer à cause de ce que vous lui avez donné. La main de ma mère a volé à sa bouche. Non, non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle allait bien quand je suis partie. Elle dormait paisiblement. Tout cela prend des proportions démesurées. Elle a failli mourir. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Je l'ai trouvée bleue et inanimée. Je pensais que je perdais ma fille pendant que tu étais à une fête en train de choisir entre des cupcakes roses et bleus. N'ose pas me faire sentir coupable pour ça, a riposté ma mère. J'essayais d'aider. C'est toi qui la laisses pleurer toute la journée. Peut-être que si tu étais une meilleure mère, elle n'aurait pas eu autant besoin de dormir. Quelque chose en moi a craqué. Chaque nuit sans sommeil, chaque moment passé à douter de moi-même en tant que nouvelle mère, chaque fois que je les avais appelés désespérés pour obtenir du soutien et qu'on m'avait fait sentir comme un fardeau, tout cela s'est cristallisé dans une clarté froide et parfaite. Sortez, ai-je dit. Pardon. Le visage de mon père a viré à une nuance alarmante de rouge. Quittez cet hôpital. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous n'êtes pas les bienvenus auprès de ma fille. Tu as failli la tuer parce que tu étais plus préoccupé par ton propre confort que par sa sécurité. Et ensuite, tu m'as reproché de t'avoir appelé pendant une urgence. Nous sommes tes parents, a dit ma mère, la voix montant. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qu'on va dire à la famille? Dites-leur ce que vous voulez. Je leur ai tourné le dos. Dites-leur que je suis ingrate. Dites-leur que je suis dramatique. Dites-leur que je ramène tout à moi. Je m'en fiche désormais. Un agent de sécurité de l'hôpital est apparu, convoqué par un signal discret du docteur Morrison. Mes parents sont partis, mais pas avant que ma mère ne lance une dernière pique par-dessus son épaule, tu regretteras ça. Ta sœur ne te pardonnera jamais d'avoir gâché sa journée spéciale.
Après leur départ, je me suis effondrée sur la chaise en plastique. Tout mon corps semblait vibrer d'adrénaline et d'épuisement. Le docteur Morrison s'est assis à nouveau à côté de moi. Je sais que c'est incroyablement difficile, a-t-il dit doucement. Mais vous avez fait ce qu'il fallait. La sécurité de votre fille doit passer avant tout. Les jours suivants se sont déroulés dans un brouillard d'interrogatoires de police, d'enquête des services sociaux et de surveillance hospitalière. Lily est restée stable, et les médecins m'ont assuré qu'elle se rétablirait complètement. Mon téléphone a explosé de messages de membres de la famille, chacun plus accusateur que le précédent. Ma sœur m'a appelé 17 fois avant que je ne bloque finalement son numéro. Le dernier message vocal qu'elle a laissé était particulièrement venimeux: tu détruis cette famille pour rien. Maman a fait une petite erreur et tu agis comme si c'était une criminelle. J'espère que tu aimes être seule parce que personne ne te soutiendra après ça. Mon frère a envoyé un long SMS expliquant comment je déchirais la famille, à quel point maman était dévastée, et que je devais m'excuser pour arranger les choses. Je l'ai supprimé sans répondre. Seule ma tante Lorraine, la sœur cadette de ma mère, m'a contactée avec un véritable soutien. Elle a appelé 3 jours après l'incident et ses premiers mots ont été: j'ai entendu ce qui s'est passé et je veux que tu saches que je te crois. J'ai pleuré pour la première fois depuis l'hôpital. Tout le monde pense que je suis folle. Ils pensent que je suis cruelle envers maman. Ta mère a toujours fait passer les apparences avant le fond, a dit Lorraine sans détour. J'aime ma sœur, mais elle n'a jamais su gérer les inconvénients. Quand toi et tes frères et sœurs étiez petits, elle se plaignait de la façon dont la maternité interférait avec sa vie sociale. Je suis juste reconnaissante que Lily aille bien. Lorraine est devenue ma bouée de sauvetage au cours des semaines suivantes. Elle m'a aidé à déposer une demande d'ordonnance de protection contre mes parents, m'a mise en contact avec un avocat spécialisé en droit de la famille et a fait passer le mot au sein de la famille élargie sur ce qui s'était réellement passé. Le rapport de toxicologie était une preuve irréfutable, et les services sociaux ont pris l'affaire au sérieux. L'enquête a duré 3 semaines. Pendant ce temps, une assistante sociale nommée Patricia Simons est venue 2 fois à mon appartement, examinant tout, du stockage des médicaments à la sécurité du berceau de Lily. Elle a interrogé mes voisins, parlé avec le pédiatre de Lily et passé en revue chaque SMS et relevé téléphonique du jour de l'incident. Je veux que vous compreniez quelque chose, m'a dit Patricia lors de notre dernière réunion. Dans des cas comme celui-ci, nous voyons beaucoup de doigts pointés et de déni. Ce que nous avons trouvé ici, c'est la documentation de vos tentatives répétées pour obtenir de l'aide ce jour-là, des preuves médicales confirmant votre chronologie. Et des aveux de la personne responsable. C'est en fait l'un des cas les plus clairs que j'ai traités. Elle a fait une pause, m'étudiant avec des yeux bienveillants mais fatigués. La partie difficile pour vous va être d'accepter que quelqu'un qui aurait dû protéger votre enfant a choisi la commodité plutôt que la sécurité. C'est une trahison que la plupart des gens ne digèrent jamais complètement. Ces paroles se sont révélées prophétiques. La procureure chargée de l'affaire, une femme sévère nommée Marissa Chen, m'a convoquée dans son bureau pour discuter des charges. Elle a étalé plusieurs dossiers contenant des rapports médicaux, des déclarations de police et des témoignages. L'avocat de votre mère fait pression pour un non-lieu, a expliqué Marissa. Ils soutiennent que c'était une erreur honnête faite avec de bonnes intentions. Ils veulent la décrire comme une grand-mère aimante qui a fait une erreur de jugement, pas comme une criminelle. Mes mains se sont serrées sur mes genoux. Elle a failli tuer ma fille. Je sais, et c'est pourquoi je n'abandonne pas les charges. Marissa a sorti un autre document. J'ai parlé avec 3 pédiatres qui ont tous confirmé que donner de la diphénhydramine à un bébé de 3 mois est dangereux et que c'est un fait largement connu. Votre mère n'est pas une adolescente qui pourrait ne pas savoir. C'est une femme dans la cinquantaine qui a élevé 3 enfants. L'ignorance n'est pas une défense viable ici. Les procédures judiciaires ont traîné pendant 2 mois. L'avocat de ma mère a essayé tous les angles, des témoins de moralité qui ont attesté de son dévouement en tant que grand-mère, des allégations selon lesquelles j'étais une mère primipare trop anxieuse qui avait créé la situation par négligence. Et même des suggestions selon lesquelles l'hôpital avait fait une erreur dans son dépistage toxicologique. Chaque comparution au tribunal ressemblait à une nouvelle blessure.
Ma mère était assise dans la salle d'audience, portant des tailleurs conservateurs, tamponnant ses yeux avec des mouchoirs, jouant le rôle de la matriarche accusée à tort. Mon père était assis à côté d'elle, le visage figé dans une désapprobation sombre chaque fois qu'il me regardait. Ma sœur a assisté à chaque audience, assise juste derrière nos parents en signe de solidarité. Elle n'a pas regardé une seule fois dans ma direction. Mon frère est venu à 2 séances, essayant les 2 fois de me coincer dans le couloir pour me supplier d'abandonner les charges. Ça détruit maman, a-t-il dit lors d'un échange particulièrement houleux. Elle a fait une erreur. Les gens font des erreurs. Tu ruines sa vie pour un accident. Un accident, c'est renverser du jus de fruits, ai-je riposté. Donner délibérément des médicaments à un nourrisson sans permission est un choix. Elle a choisi son confort plutôt que la sécurité de Lily, et ensuite elle a choisi de mentir à ce sujet jusqu'à ce que les preuves rendent le déni impossible. Tu as toujours été moralisatrice, a-t-il sifflé. Depuis que nous sommes gamins, tu te crois meilleur que tout le monde. Maintenant, tu utilises ta fille pour punir maman de ne pas être parfaite. Je me suis éloignée de lui sans un autre mot. Tyler, qui se tenait à proximité, m'a suivi jusqu'à la voiture. Ta famille est incroyable, a-t-il murmuré. Comment as-tu survécu en grandissant avec eux? Je n'ai pas vraiment survécu, ai-je admis. J'ai juste appris à me faire assez petite pour ne pas causer de problème. Le fait d'être déployée m'a probablement sauvée à certains égards. Ça m'a donné la distance nécessaire pour voir à quel point tout était anormal. L'accord de plaidoyer a finalement abouti un mardi gris. Ma mère a été inculpée de mise en danger délibérée d'un enfant. La procureure a expliqué que, bien qu'il ne s'agisse probablement pas d'une volonté intentionnelle de nuire, le fait de donner des médicaments à un nourrisson sans le consentement des parents et de provoquer une dépression respiratoire potentiellement mortelle justifiait des conséquences juridiques. Elle a accepté un accord qui comprenait une probation, des cours de parentalité obligatoires et des visites supervisées uniquement si je l'acceptais à l'avenir. Je ne l'ai pas accepté. Les retombées dans ma famille ont été nucléaires. Mes parents se sont peints comme les victimes d'une fille vindicative. Ma sœur a cessé de me parler complètement, me bloquant même sur les réseaux sociaux. Mon frère envoyait des messages occasionnels suggérant que je réagissais de manière excessive et que je devais passer à autre chose pour le bien de l'unité familiale. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. D'autres personnes ont commencé à me contacter. Des cousins que je connaissais à peine m'ont envoyé des messages privés avec leurs propres histoires sur le comportement de ma mère. Comment elle avait giflé le tout petit de ma cousine Tessa parce qu'il était trop bruyant au restaurant. Comment elle avait laissé le bébé de mon cousin Brandon dans une voiture pendant qu'elle courait dans un magasin parce que ce n'était que pour 1 minute. Comment elle rejetait toujours les inquiétudes en les qualifiant de réactions excessives ou de sensibilité. Ma cousine Véronica m'a appelé tard un soir, la voix tremblante. Je n'ai jamais dit ça à personne, mais quand ma fille était bébé, ta mère a proposé de la garder pour que je puisse faire des courses. Quand je suis revenue, Emma hurlait et avait la marque d'une main sur la cuisse. Ta mère a dit qu'elle lui avait mis une fessée parce qu'elle ne voulait pas arrêter de s'agiter. J'étais tellement choquée. J'ai juste attrapé Emma et je suis partie. Je ne l'ai plus jamais laissé faire de babysitting. Mais je ne l'ai jamais signalé non plus parce que c'est la famille. Quel âge avait Emma, ai-je demandé, l'estomac noué. 4 mois. Elle a frappé un bébé de 4 mois pour avoir pleuré. La voix de Véronica s'est brisée. Je me suis sentie coupable de ne rien avoir dit pendant 7 ans. Quand j'ai entendu ce qui est arrivé à Lily, j'ai réalisé que ta mère s'en sortait avec ce genre de choses depuis des décennies parce que nous sommes tous restés silencieux pour maintenir la paix. Un autre cousin, James, m'a envoyé un long email détaillant comment ma mère avait constamment critiqué son éducation, dit à sa femme qu'elle élevait mal leurs enfants. Et avait finalement annoncé qu'elle ne viendrait plus leur rendre visite parce que leur maison était trop chaotique avec de jeunes enfants. Il pensait que c'était un échec personnel de leur part jusqu'à ce que l'incident de Lily lui fasse reconsidérer ce schéma. Ma tante Paula, la sœur aînée de ma mère, m'a appelé un après-midi avec une révélation qui a changé toute ma compréhension de l'histoire familiale. Ta grand-mère, ma mère, était pareille, a-t-elle dit doucement. Quand toi et tes frères et sœurs étiez bébés,
j'ai vu ta mère faire et dire des choses qui me rappelaient exactement comment nous avions été élevés. Le contrôle déguisé en aide. La critique déguisée en inquiétude. La punition déguisée en discipline. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit, ai-je demandé. Paula a soupiré lourdement. Parce que je l'ai normalisé. Parce que j'y ai survécu, alors je me suis dit que vous y survivriez aussi. Parce que défier ta mère signifiait défier la mémoire de ma propre mère. Et je n'étais pas prête à admettre que la femme que j'avais passé toute ma vie à défendre nous avait en fait tous abîmés. Je suis désolée de ne pas t'avoir mieux protégée. Ces conversations ont révélé un modèle de comportement multigénérationnel qui avait été soigneusement caché derrière des portes closes et la loyauté familiale. Ma mère avait appris de sa mère que les enfants étaient des possessions à contrôler plutôt que des personnes à nourrir. Elle a transmis cette vision du monde par la critique, la manipulation et l'utilisation de l'obligation familiale comme une arme. La réunion de famille chez tante Lorraine est devenue un tournant pour beaucoup d'entre nous. 17 personnes étaient présentes, allant de ma génération aux tantes et oncles plus âgés qui avaient vu ma grand-mère élever ses enfants avec des méthodes similaires. Nous étions assis dans le salon et la salle à manger de Lorraine, partageant des histoires qui n'avaient jamais été dites à voix haute. L'oncle Richard, le frère de mon père, a raconté comment mon père avait été élevé par des parents rigides et émotionnellement distants qui valorisaient l'obéissance plus que la connexion. Ton père a appris très tôt que montrer de la faiblesse était dangereux, a expliqué Richard. Il a épousé ta mère parce qu'elle semblait forte et capable, mais ce qu'il a vraiment épousé, c'est quelqu'un qui reproduisait l'indisponibilité émotionnelle avec laquelle il a grandi. Aucun d'eux ne savait comment être vulnérable ou admettre ses torts. La conversation a duré 4 heures. Les gens ont pleuré, ri amèrement d'expériences partagées et ont progressivement commencé à comprendre que ce qui était arrivé à Lily n'était pas un incident isolé, mais l'aboutissement d'un dysfonctionnement générationnel. Lorraine s'est levée vers la fin et a fait une déclaration qui a changé quelque chose dans la pièce. Nous brisons le schéma ici. Aujourd'hui, quiconque veut continuer à normaliser ce comportement peut partir maintenant. Mais pour ceux d'entre nous qui restent, nous créons une nouvelle culture familiale. Une culture où la sécurité des enfants compte plus que l'ego des adultes. Où la responsabilité n'est pas traitée comme une trahison, où nous pouvons être honnêtes sur le mal fait sans être ostracisés. Tout le monde est resté. Et à ce moment-là, une nouvelle branche de l'arbre généalogique a commencé à pousser dans une direction différente. Tante Lorraine a organisé une petite réunion chez elle 6 semaines après l'incident. Plusieurs membres de la famille y ont assisté, des gens qui avaient été silencieusement perturbés par le comportement de mes parents pendant des années, mais ne s'étaient jamais sentis autorisés à parler. Nous avons partagé des histoires, comparé nos expériences, et j'ai réalisé que je n'étais pas seule. J'avais juste été la première à tracer une ligne ferme. Tyler est rentré plus tôt en congé d'urgence. Le message de la Croix-Rouge avait été envoyé après l'incident à l'hôpital, et son officier commandant avait approuvé son retour temporaire. Il est entré dans la chambre d'hôpital où je restais avec Lily pendant sa dernière période d'observation, et je me suis effondrée dans ses bras. J'aurais dû être là, répétait-il. J'aurais dû être là pour vous protéger toutes les deux. Tu es là maintenant, ai-je chuchoté. C'est ce qui compte. La présence de Tyler a tout changé. Pour la première fois depuis des mois, je ne portais plus le poids toute seule. Il a assisté aux audiences restantes, s'est tenu à mes côtés lorsque des membres de la famille essayaient de me coincer avec des tentatives de culpabilisation, et a tenu Lily pendant les longues nuits où je ne pouvais pas dormir parce que les cauchemars où je la trouvais inanimée ne cessaient de repasser en boucle dans mon esprit. Un soir, environ une semaine après son arrivée, nous étions assis sur le petit balcon de notre appartement pendant que Lily dormait à l'intérieur. Tyler avait été silencieux toute la journée, et je sentais que quelque chose lui pesait. J'ai lu tous les documents du tribunal, a-t-il finalement dit. Chaque déclaration, chaque rapport médical, chaque SMS que ta famille t'a envoyé ce jour-là. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il s'est tourné pour me faire face complètement. Ce qui s'est passé, ce n'était pas juste ta mère faisant un mauvais choix. C'était toute ta famille choisissant de valoriser une fête plutôt que la vie de ta fille. Chacun d'eux a eu la chance de se manifester et ils ont tous décidé que tu n'en valais pas la peine. Je sais,
ai-je dit doucement. Je ne pense pas que tu saches. Pas complètement. Sa voix était douce mais ferme. Quand j'étais déployée, j'ai vu des gars recevoir des messages d'urgence concernant des enfants malades, des crises familiales. Tout ce que tu peux imaginer. Et tu sais ce qui s'est passé? Leurs unités se sont mobilisées. Les gens ont couvert leurs tâches. Les officiers ont accéléré les congés parce que c'est ce qu'on fait quand quelqu'un à qui on tient est en crise. On laisse tout tomber et on se présente. Il m'a pris la main. Ta famille avait une seule chose à faire ce jour-là. Être là pour toi quand tu étais terrifié et seul. Ils ont choisi une fête de révélation du genre à la place. Cela te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur leurs priorités. Et j'ai besoin que tu arrêtes de te sentir coupable de protéger Lily de gens qui t'ont déjà montré exactement qui ils sont. Ces paroles ont brisé quelque chose en moi. Je portais la culpabilité d'avoir coupé les ponts avec mes parents, me demandant si j'étais trop dure, si je devais leur donner une autre chance. Mais Tyler avait raison. L'appel d'urgence n'était pas la première fois qu'il choisissait autre chose que moi. C'était juste la première fois que les conséquences étaient trop graves pour être ignorées. Nous avons fait des projets ensemble pendant sa permission. Il lui restait 4 mois de déploiement, mais après cela, nous allions déménager vers une nouvelle base à l'autre bout du pays. Un nouveau départ, une distance avec ma famille, une chance de construire notre vie sans la pression et les critiques constantes. 3 mois plus tard, ma sœur a eu son bébé. Selon tante Lorraine, c'était un garçon. Mes parents ont posté des dizaines de photos sur les réseaux sociaux jouant les grands-parents gaga, couvrant absolument le fils de ma sœur d'attention et de cadeaux. J'ai vu les photos via le compte de Lorraine et n'ai ressenti que du soulagement d'être sortie de là. Ma sœur m'a envoyé un seul message après la naissance de son fils. Maman et papa sont ici tous les jours pour aider avec le bébé. Ce sont des grands-parents incroyables. Tu rates tellement de choses à cause de ton entêtement. Je n'ai pas répondu. Qu'elle découvre par elle-même quel genre d'aide il fournissait réellement. Cette pensée me hantait parfois au cours de ces premiers mois en Caroline du Nord. Je pliais le linge ou préparais le dîner et soudain je me demandais si ma mère faisait à mon neveu ce qu'elle avait fait à Lily. Si ma sœur reconnaîtrait les signes avant-coureurs ou si elle les rationaliserait comme elle avait tout rationalisé d'autres. Tyler a remarqué ma distraction un soir. Tu penses au bébé de ta sœur. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête. Et s'il lui arrive quelque chose? Et si elle m'appelle un jour et que j'aurais pu l'empêcher en la prévenant plus clairement? Tu l'as prévenu, m'a rappelé Tyler. Tu lui as dit exactement ce qui s'est passé. Tu lui as montré des preuves médicales. Elle a choisi de ne pas te croire. À un moment donné, les choix des autres ne sont pas ta responsabilité. Il avait raison, mais la culpabilité me rongeait toujours. J'avais vécu de première main la terreur d'un enfant en crise médicale. L'idée que mon neveu traverse quelque chose de similaire me rendait physiquement malade. Mais je savais aussi que tendre la main à ma sœur serait inutile. Elle avait clairement affiché ses allégeances. 2 mois après le début de notre nouvelle vie, tante Lorraine a appelé avec des nouvelles. Ta sœur a emmené le bébé aux urgences la semaine dernière, a-t-elle dit prudemment. Apparemment, il a fait une sorte de réaction à quelque chose. Elle ne donne pas de détails, mais j'ai entendu par la famille que tes parents le gardaient quand c'est arrivé. Mon sang s'est glacé. Est-ce qu'il va bien? Il va bien maintenant, mais ta sœur ne parle plus à ta mère pour le moment. Je ne connais pas toute l'histoire, mais on dirait que l'histoire pourrait se répéter. J'ai raccroché et je suis restée assise en silence pendant un long moment. Une partie de moi voulait contacter ma sœur pour lui offrir du soutien ou au moins reconnaître que je comprenais ce qu'elle traversait. Mais la plus grande partie de moi se souvenait de sa cruauté pendant ma crise, de ses accusations selon lesquelles j'étais dramatique, de son soutien inébranlable à notre mère, même après que le rapport de toxicologie eût prouvé ce qui s'était passé. Je ne peux pas la sauver de ça, ai-je dit à Tyler ce soir-là. Elle doit faire ses propres choix concernant leur relation, tout comme je l'ai fait. 6 mois après l'incident, le déploiement de Tyler a pris fin. Nous avons emballé notre petit appartement et conduit 18 heures jusqu'en Caroline du Nord, où sa nouvelle affectation nous attendait. Lily avait 9 mois, était en bonne santé et franchissait toutes ses étapes de développement.
Les médecins nous avaient assuré qu'il n'y aurait aucun effet à long terme de l'incident médicamenteux. Nous avons acheté une petite maison près de la base et j'ai trouvé du travail dans une association locale à but non lucratif. L'emploi du temps de Tyler était prévisible pour la première fois depuis des années. Nous nous sommes fait des amis avec d'autres familles de militaires qui sont devenues notre famille de cœur. Des gens qui se présentaient quand nous avions besoin d'aide, qui célébraient les étapes de Lily avec une joie sincère, qui ne traitaient pas chaque interaction comme une transaction ou une compétition. Mes parents ont envoyé une carte pour le premier anniversaire de Lily. À l'intérieur se trouvait un chèque de $50 et un mot: nous espérons que vous reconsidérerez vos sentiments sévères. La famille c'est pour toujours et garder rancune ne fait que blesser tout le monde. Nous vous aimons tous les deux et voulons passer outre ce malheureux malentendu. J'ai déchiré le chèque et jeté la carte. La fête du premier anniversaire de Lily était petite mais parfaite. Les parents de Tyler ont pris l'avion depuis l'Oregon. Tante Lorraine a fait le trajet en voiture avec son mari. Notre voisine d'à côté a amené sa fille qui avait à peu près l'âge de Lily. Nous avions un gâteau fait maison, des décorations simples et absolument aucun drame. En regardant Lily écraser son gâteau avec une joie pure, du glaçage au chocolat partout, j'ai senti le bras de Tyler autour de mes épaules. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. J'ai pensé à l'appel téléphonique frénétique resté sans réponse. Aux compressions de RCR sur la petite poitrine de mon bébé. Au moment horrifiant où je l'ai trouvé inanimé. Au rapport de toxicologie. À l'aveu défensif de ma mère. Au choix que j'avais fait de protéger ma fille plutôt que de préserver la paix familiale. Je vais mieux que bien, ai-je dit. Je suis exactement là où je dois être. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon frère. La sœur est à l'hôpital avec son fils. Maman le surveillait et quelque chose est arrivé. Elle ne dit pas quoi. Je pensais que tu devais savoir. Mon estomac s'est noué. J'ai montré le message à Tyler. Veux-tu la contacter ? A-t-il demandé avec précaution. J'ai regardé Lily, le visage couvert de chocolat, riant alors que la mère de Tyler l'aidait à ouvrir un cadeau. J'ai pensé à la vie que nous avions construite loin de l'influence toxique de mes parents. La paix que nous avions trouvée, la sécurité. Non, ai-je dit fermement. Elle a fait son choix. Elle les a défendus après ce qu'ils ont fait à Lily. Quoi qu'il arrive maintenant, elle doit gérer ça elle-même. Tyler a hoché la tête. Je soutiens tout ce que tu décides. J'ai supprimé le message et éteint mon téléphone. C'était la journée de Lily, et rien de mon ancienne vie n'allait l'atteindre. Plus tard dans la soirée, après la fin de la fête et alors que Lily dormait dans son lit, je me suis assise dans notre salon avec une tasse de thé. Tante Lorraine était restée pour aider à nettoyer, et nous étions assises ensemble dans un silence confortable. Ta mère m'a appelée aujourd'hui, a-t-elle finalement dit. Elle voulait que je te convainque de vous réconcilier. Elle a dit qu'elle avait appris sa leçon et voulait une relation avec Lily. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai dit que la confiance ne se reconstruit pas avec des mots. Que les actes ont des conséquences et que tu es une meilleure mère qu'elle ne l'a jamais été parce que tu as fait passer la sécurité de ton enfant avant tout, y compris l'approbation familiale. Lorraine m'a serré la main. Je suis fière de toi. Je sais que ça n'a pas été facile. Ça ne l'a pas été, ai-je admis. Certains jours, je me sens coupable. Comme si j'étais peut-être trop dure, trop impitoyable. Tu te sens coupable parce qu'ils t'ont conditionné à ressentir cela, a dit doucement Lorraine. Ils ont passé toute ta vie à te conditionner pour prioriser leur confort sur tes propres besoins. Briser ce schéma semble mauvais parce que c'est inhabituel, pas parce que c'est réellement mauvais. Ces mots ont apaisé quelque chose dans ma poitrine qui était agitée depuis des mois. Les années ont passé plus paisiblement que je n'aurais pu l'imaginer. Lily est devenue une tout petite brillante et drôle, puis une élève de maternelle curieuse. Tyler et moi avons eu une deuxième fille, Grace, qui a hérité du sourire facile de son père. Nous avons construit une vie remplie d'amis qui répondaient présents, de traditions de vacances que nous avons créées nous-mêmes, et de soirées tranquilles sans marcher sur des œufs. Mes parents ont essayé de reprendre contact périodiquement, des cartes d'anniversaire avec des messages de plus en plus désespérés. Des emails transférés par tante Lorraine implorant une autre chance.
Ma mère s'est même présentée chez nous une fois, ayant réussi d'une manière ou d'une autre à obtenir notre adresse, mais je n'ai pas ouvert la porte. Elle a laissé une lettre sur le porche que j'ai jetée sans la lire. Selon les potins familiaux filtrés par Lorraine, la relation de ma sœur avec nos parents s'était considérablement détériorée. Apparemment, il y avait eu un autre incident avec son fils, bien que les détails soient restés flous. Elle s'est éloignée d'eux, mais ne s'est jamais excusée auprès de moi ni n'a reconnu que j'avais eu raison. Je ne me sentais pas vengée. Je me sentais juste triste pour la famille que nous aurions pu être si mes parents avaient été capables d'une véritable responsabilité. Pour le 5e anniversaire de Lily, elle m'a demandé pourquoi elle n'avait qu'une seule paire de grands-parents alors que son amie d'école en avait 2. Je me suis assise avec elle et j'ai essayé d'expliquer avec des termes adaptés à son âge que parfois les gens font des choix qui ne sont pas sûrs, et que nous devons nous protéger de ces choix. Mais ils sont désolés maintenant, non, a demandé Lily avec la logique innocente d'une enfant de 5 ans. S'ils disent pardon, peuvent-ils venir à ma fête? Parfois, dire pardon ne suffit pas, lui ai-je dit doucement. Parfois, les gens disent pardon mais ne changent pas réellement leur comportement. Et notre travail en tant que parents est de te garder en sécurité, même si cela signifie faire des choix difficiles. Elle a semblé accepter cela, même si je savais que les questions deviendraient plus difficiles à mesure qu'elle grandirait. Tyler a obtenu une promotion et a été transféré en Virginie. Nous avons déménagé à nouveau, solidifiant encore la distance physique avec mon passé. Je me suis inscrite à l'université, poursuivant un diplôme en travail social. Mon expérience avec les services de protection de l'enfance et la crise familiale avait allumé quelque chose en moi. Un désir d'aider d'autres personnes à naviguer dans des situations familiales impossibles. Pendant mon stage dans un centre de défense des familles, j'ai rencontré des dizaines de personnes aux prises avec la même culpabilité et la même confusion que j'avais ressentie. Des parents qui avaient fixé des limites avec des membres de la famille toxiques, des enfants adultes essayant de protéger leurs propres enfants de grands-parents nuisibles, des gens qui avaient été formés toute leur vie à prioriser la loyauté familiale sur la sécurité personnelle. J'ai partagé mon histoire quand c'était pertinent. Quand je pensais que cela pourrait aider quelqu'un à se sentir moins seul. La réponse était toujours la même. Le soulagement que quelqu'un comprenne. La gratitude pour la permission de prioriser le bien-être de leurs enfants. Un jour, lors d'une séance de supervision, mon mentor m'a demandé ce que j'avais appris de mon expérience. Que l'amour sans respect est de la manipulation, ai-je dit. Que la famille n'est pas une excuse pour faire du mal. Et que le choix juste le plus difficile semble généralement pire au début que le mauvais choix facile. 9 ans après l'incident, mon père est mort subitement d'une crise cardiaque. Tante Lorraine m'a appelé pour me le dire, sa voix lourde d'un chagrin complexe. J'ai ressenti un étrange engourdissement, pas de soulagement, pas de tristesse, juste une reconnaissance lointaine que quelqu'un que j'avais connu autrefois était décédé. Ta mère veut que tu sois aux funérailles, a dit Lorraine prudemment. Elle demande si tu viendras. J'y ai réfléchi longtemps. Tyler m'a laissé l'entière décision, bien qu'il ait proposé de m'accompagner pour me soutenir si je choisissais d'y assister. En fin de compte, j'ai envoyé des fleurs avec une simple carte, mes condoléances pour votre perte. Je n'ai pas assisté au service. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas offert à ma mère la réconciliation qu'elle recherchait depuis près d'une décennie. Certains ponts, une fois brûlés, n'ont pas besoin d'être reconstruits. Lily a 12 ans maintenant. Grace en a 7, et nous avons un fils, Matthew, qui vient d'avoir 3 ans. Nos vies sont magnifiquement ordinaires. Des pièces de théâtre scolaire, des matchs de football et des dîners en famille autour de notre table de cuisine. Tyler a pris sa retraite de l'armée et travaille maintenant comme responsable logistique. Je dirige un cabinet de conseil familial spécialisé dans les dynamiques familiales toxiques et l'établissement de limites. Ma mère a envoyé une dernière lettre l'année dernière, transmise par Lorraine. Elle y prétendait d'avoir changé, comprendre maintenant ce qu'elle avait fait de mal, vouloir une relation avec ses petits-enfants avant qu'il ne soit trop tard. La lettre était éloquente et émotionnelle, touchant chaque note conçue pour déclencher ma culpabilité. Je l'ai lue une fois, puis je l'ai classée dans un tiroir avec toutes les autres. Peut-être qu'un jour je les montrerai à mes enfants quand ils seront assez grands pour comprendre toute l'histoire.
peut-être qu'elles les aideront à comprendre que choisir la sécurité plutôt que l'obligation familiale n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. Parfois, je me demande à quel point ma vie aurait pu être différente si j'avais accepté les premières excuses de ma mère, si je l'avais laissé revenir, si j'avais essayé de passer outre ce qui s'était passé. J'imagine des vacances remplies de tensions, une vigilance constante autour de mes enfants, la lente érosion de ma paix en échange de l'unité familiale. Puis je regarde mes enfants, en sécurité, aimés et libres des schémas générationnels de manipulation et de contrôle, et je sais avec une certitude absolue que j'ai fait le bon choix. Le petit cercueil que je craignais le jour où j'ai trouvé Lily inanimée ne s'est jamais matérialisé. Au lieu de cela, j'ai eu des années de fêtes d'anniversaire, de concerts scolaires et d'histoires au coucher. J'ai eu le son du rire de mes enfants remplissant notre maison. J'ai eu une vie construite sur des relations authentiques plutôt que sur des relations obligatoires. Ma fille est en vie parce que j'ai pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire lorsqu'elle a cessé de respirer. Elle s'épanouit parce que j'ai choisi son bien-être plutôt que le confort de mes parents. Et un jour, quand elle sera assez grande pour comprendre toute l'histoire, j'espère qu'elle saura qu'aimer quelqu'un signifie parfois le protéger des personnes qui prétendent l'aimer.